Bonjour à tous et bienvenue dans ce live dédié à Parcoursup, la plateforme d'orientation dédiée au post-bac. Dans 6 jours, il y a une nouvelle étape qui va être franchie sur Parcoursup. Ce sera la fin de la première étape qui est dédiée à la formulation des vœux. On va se retrouver ces prochaines minutes en compagnie de Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes avec nous ce soir pour répondre à toutes les questions de nos internautes concernant justement cette plateforme Parcoursup. Donc n'hésitez pas tout au long de ce live à nous écrire, à formuler vos questions. On tâchera d'y répondre pendant cette heure de live. J'aimerais qu'on commence avec une première question. Là, il y a le stress qui monte. Donc je le disais, le 29 mars prochain, ça va être la fin de la première étape de Parcoursup. Est-ce que vous pouvez rappeler justement ce qui est attendu pendant cette première étape ? Bien sûr. Alors, le 29 mars, c'est la fin de la formulation des vœux. Chaque lycéen, chaque étudiant en recherche d'une réorientation s'est inscrit depuis le 20 janvier. La plateforme est ouverte. Il a pu faire des rencontres, des journées portes ouvertes, se renseigner avec tous les lives qui sont organisés. Et maintenant, finalement, il faut faire son choix. Faire son choix d'10 vœux possibles, des formations sous statut étudiant. Et puis, je le rappelle parce que c'est important, on n'a pas à hiérarchiser ces vœux. Donc, ne vous auto-censurez pas. Et puis, le petit conseil maintenant que je vous donne, c'est n'attendez pas la dernière minute, parce que c'est là qu'on se provoque du stress, finalement, si vous le faites sereinement. Et puis, vous avez toutes les informations sur le site Parcoursup qui vous permettent de savoir est-ce que c'est la formation qui m'intéresse, est-ce qu'il y a d'autres formations qui m'intéressent parce que c'est le même projet professionnel. Donc voilà, vous avez encore le temps. N'attendez pas le dernier moment, et puis on est là aussi pour vous conseiller. Justement, est-ce que vous auriez des conseils à leur apporter à ces jeunes qui nous regardent, qui auraient du mal à faire le choix parmi toutes ces formations qui sont proposées sur la plateforme ? Je pense qu'évidemment, sur Parcoursup, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas la machine, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas de saisir des vœux, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire. Et évidemment, il faut profiter de ce temps de rencontre. Et n'hésitez pas à échanger dans votre lycée. Nous avons demandé au proviseur de prévoir des temps dédiés pour que, après avec son professeur principal, chaque lycéen puisse aussi poser ses questions. Il ne faut jamais rester avec sa question pour soi-même. Et puis, vous avez aussi sur les réseaux sociaux, on peut vous donner des conseils, répondre. Moi, finalement, les conseils, c'est des conseils de sérénité. Il faut faire son projet, choisir son projet. Vous n'avez pas à hiérarchiser, donc ne vous demandez pas est-ce que c'est ça que je préfère ou pas. Ça sera un autre temps sur Parcoursup et on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter à d'autres moments. Là, pour l'instant, c'est faire vos vœux. Vous en avez jusqu'à 10. Vous avez aussi des sous-vœux parfois sur certains types de formations qui vous permettent de démultiplier vos opportunités. Et puis, je crois qu'ensuite, il faut préparer la deuxième étape. Elle arrivera le 7 avril. Et c'est une étape dans laquelle, finalement, on finalise son dossier. Vous avez choisi vos vœux jusqu'au 29 mars, 23h59. Et ensuite, vous finalisez votre dossier jusqu'au 7 avril. Et ensuite, finalement, la première étape de Parcoursup, elle sera terminée pour vous et on se donnera rendez-vous au mois de juin. Très bien. Là, c'est normal, il y a le stress donc, qui est très palpable chez les jeunes. Est-ce que, puisqu'il reste seulement 6 jours, ce stress est justifié ou est-ce que, justement, on peut aussi les rassurer ? Oui, je pense que c'est normal, par ailleurs, parce que c'est un choix à faire et c'est jamais facile de faire ces choix. Puis on a toujours envie de les reporter à demain et là, il y a une heure limite, en quelque sorte. Je pense qu'il faut respecter cette heure limite, ça fait partie, finalement. Vous devez être capable de choisir dans les 6 jours. Si vous ne savez pas, ça veut dire que vraiment vous avez un vrai problème sur votre projet finalement. Et l'important, c'est de travailler son projet. Peut-être quelques conseils pour éviter ce stress. Ne vous limitez jamais à un seul vœu. Ça serait réduire vos opportunités à un seul choix. Et donc, ce n'est pas sain. On ne dit jamais, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Eh bien, c'est la même chose sur Parcoursup. Pensez à diversifier vos vœux. Diversifier, ça peut être très différent. Je fais des vœux dans une licence dans mon académie, je fais des vœux qui m'intéressent parce que c'est cette licence qui m'intéresse dans une autre académie. Diversifier avec des formations sélectives ou des licences peut-être non sélectives, de manière à équilibrer vos opportunités. Je vais essayer de donner un exemple parce que diversifier, ça peut être très concret aussi. Je suis intéressé par l'informatique. Bien sûr, Parcoursup, vous pourrez trouver une classe préparatoire d'informatique, un BTS informatique, un bachelor universitaire de technologie informatique, voire même une licence d'informatique. Ce sont 4 modalités différentes d'enseignement, plus ou moins professionnalisantes, mais vous voyez que vous avez diversifié vos vœux tout en restant dans votre cœur de projet, c'est ce qui vous intéresse. Justement, vous parlez depuis tout à l'heure de vœux, mais il y a aussi les termes sous-vœux, vœux multiples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différences ? Alors, on dit que c'est 10 vœux sur Parcoursup et ça permet de faire un choix. Moi, aussi pour rassurer tout le monde, je n'ai jamais eu en 5 ans de lycéens qui me disent « j'ai pas eu assez de vœux »
pour faire mon projet. Donc ça, c'est plutôt rassurant aussi. Mhm. La deuxième chose, c'est que pour certains types de formations, ce qu'on essaye de faire, c'est de diversifier les opportunités. Je vais donner des exemples très concrets. Vous êtes intéressé par un BTS de management des unités commerciales. MUC, c'est un grand BTS très connu par beaucoup et apprécié par beaucoup de lycéens. Vous faites un vœu sur ce diplôme et ensuite vous pouvez choisir jusqu'à 10 établissements, 10 lycées qui proposent cette formation. Ce sont 10 opportunités différentes d'aller dans des lycées et faire cette même formation, mais ça vous a coûté qu'un seul vœu. Voilà. Je peux donner aussi l'exemple des instituts de formation aux soins infirmiers, qui sont très demandés par les lycéens. Eh bien, vous faites un groupement sur un territoire, il peut proposer plusieurs établissements sur ce même territoire qui vont proposer la même formation. Mais on vous a coûté qu'un vœu et ensuite vous avez des sous-vœux. Donc, généralement, la moyenne des vœux, globalement, c'est plus de 12 sur Parcoursup. Donc, ce qui veut bien dire que les élèves ont à la fois fait le nombre de vœux maximum et en même temps, ils ont diversifié à travers ces sous-vœux. Et puis, pour rassurer tout le monde, si ça, il y a des petites vidéos dans le dossier Parcoursup qui vous expliquent la différence. Il y a toujours un compteur sur Parcoursup qui vous dit là où vous en êtes. Vous n'avez pas besoin de compter. Vous ne dépasserez pas parce que le compteur de Parcoursup va vous bloquer dans ce cas-là. Et puis, nous ferons, d'ici quelques jours, précisément après le 29 mars, on fera un récap à tout le monde. Voilà les vœux que vous avez formulés, voilà où vous en êtes de votre dossier, voilà ce que vous devez compléter dans votre dossier. Donc, on a un accompagnement en permanence, un accompagnement sur la plateforme directement, parce que nous interagissons avec les candidats eux-mêmes. Et puis, il y a l'interaction la plus importante, c'est celle des professeurs principaux, des psychologues de l'éducation nationale qui sont là dans vos établissements pour vous aider, pour répondre à votre question. Je vous dis, moi, vraiment, ce que je ressens très fortement, c'est qu'il ne faut pas rester avec sa question pour soi. Il n'y a pas de questions idiotes. On peut poser toutes les questions et puis on sera là pour répondre. Numéro de téléphone qui est possible sur Parcoursup, 0800 400 070. Il sera même ouvert samedi parce qu'il y a des familles peut-être qui vont se consacrer dans le week-end à formuler la formulation des vœux et accompagner leur enfant. On a aussi les réseaux sociaux. Voilà, on a aussi une liste de questions fréquentes sur Parcoursup. Je pense qu'on répond à un nombre de questions incalculable. Et puis, il y a des petites rubriques vidéo, des rubriques conseils. Voilà, quand vous avez un doute, n'hésitez pas. Vous allez sur le site Parcoursup, je suis sûr que vous trouverez ce qu'il vous faut. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a déjà plusieurs questions qui sont arrivées de la part de nos internautes. Alors, on a notamment un étudiant en réorientation qui nous dit « J'ai rentré ma fiche de suivi sur Parcoursup, mais quand je clique sur « Télécharger la fiche », dessus, elle ne s'affiche pas. Je ne comprends pas. Alors que quand je clique sur le dépôt de documents, là, elle s'affiche. J'ai peur que les formations ne la voient pas. » Alors, petit conseil quand on a un point technique sur Parcoursup, chaque candidat a dans une messagerie contact. En haut de son écran, eh bien, dans Contact, vous interagissez directement avec les professionnels de la plateforme qui vont regarder votre dossier, vous confirmeront, oui, on voit votre fiche de suivi, peut-être qu'il y a eu un souci et qui sera réglé à ce moment-là, on prendra en compte votre demande, mais ça c'est le premier réflexe, messagerie Contact, et vous aurez une réponse sur la difficulté peut-être technique que vous rencontrez à un moment donné. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à vous adresser aux professionnels de Parcoursup qui sont là à votre écoute. Vous me disiez aussi tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, que vous êtes aussi à l'affût en fait, de voir s'il y a des jeunes qui n'ont pas rempli encore leurs vœux. Vous voyez tout ? C'est notre rôle de voir tout ce qui se passe sur la plateforme, comment les vœux se formulent, est-ce qu'il y a des difficultés. On est aussi attentif à ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi parfois un moment, un point qui est détecté et qu'on va pouvoir traiter. Mais sur la plateforme, pour donner des exemples très concrets, nous avons pu identifier ces jours derniers des candidats qui n'avaient fait qu'un seul vœu, des candidats qui n'avaient fait aucun vœu, par exemple. Et nous leur avons écrit spontanément depuis la plateforme pour leur signaler en disant il vous reste 8 jours, c'était lundi, il vous reste 8 jours pour faire des vœux, c'est maintenant qu'il faut les faire. Si vous avez besoin de conseils, voilà où vous pouvez vous renseigner. Je crois qu'on essaye de suivre, nous, en permanence. Et je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent et leurs parents, peut-être des lycéens ou leurs parents, les professeurs principaux ont eux-mêmes une forme de tableau de bord dans lequel ils vont voir la situation de leur classe. Et nous les alertons en disant, voilà, dans votre classe, regardez, vous pouvez peut-être trouver un élève qui n'a pas fait de vœux. Parfois, ça va être à travers l'échange qu'on va s'apercevoir que c'est un élève parce qu'il a un projet de partir de faire des études à l'étranger et ça ne l'intéresse pas de faire des vœux sur Parcoursup. Mais peut-être qu'un autre, il y a besoin d'un accompagnement au plus près pour le convaincre, pour lui aider à résoudre peut-être une question difficile qui l'a empêché jusqu'à ce moment-là de faire des vœux. Très bien. On a une deuxième question
Est-il possible que des facs puissent refuser notre candidature, même non sélective? Alors, sur les formations qui sont non sélectives, les licences à l'université, il n'y a pas de possibilité de dire non au sens j'ai examiné votre dossier et vous n'avez pas le niveau, je ne vous accepte pas. Ça ne peut exister que sur les formations sélectives. Mais pour des formations non sélectives, la seule limite, c'est la capacité d'accueil. On peut donner un exemple très concret. Il y a 500 places, on ne pourra accueillir que 500 étudiants. Évidemment, s'il y a eu 3000 candidatures, il y a des candidats qui ne pourront pas être retenus. Mais ça n'est pas sur votre dossier. Ce n'est pas comme dans les formations sélectives où elles pourraient, y compris, ne pas aller jusqu'au maximum de leur capacité en disant nous n'avons eu que des dossiers, peut-être on n'a pris que les dossiers dont on estimait qu'ils allaient réussir dans cette formation. À l'université, le but c'est bien d'accueillir des élèves et précisément parfois c'est aussi de les accompagner vers leur réussite. C'est ce qu'on appelle les WICI sur Parcoursup. C'est un processus dans lequel l'université va accueillir un lycéen, mais en lui proposant un accompagnement qui va renforcer ses atouts pour réussir, parce que c'est bien l'objectif de Parcoursup et puis des universités. Justement, en parlant aussi, avec cette question, ça me permet de rebondir sur les algorithmes de Parcoursup. Est-ce que finalement, ce sont les algorithmes eux-mêmes qui décident de l'avenir des jeunes? Et est-ce qu'on peut consulter ces algorithmes? Alors évidemment non, ce ne sont pas des algorithmes, ce sont des professionnels dans chacune des formations qui vont recevoir vos candidatures à partir du 13 avril et qui vont faire un examen des vœux. L'examen de votre dossier à travers les notes qui auront été saisies par votre établissement, à travers votre lettre de motivation que vous aurez remplie, à travers peut-être des activités, centres d'intérêt dont vous aurez témoigné dans votre dossier Parcoursup. C'est comme ça que ça se fait l'examen des dossiers sur Parcoursup. C'est très concret, je pense qu'il faut sortir de ce mythe que c'est des algorithmes qui choisissent à la place. Il n'y a pas d'ordinateur qui décide des choix de l'avenir de tel ou tel. Ça n'existe pas. Il y a évidemment des formations qui peuvent avoir des critères. Et ces critères, d'ailleurs, ils sont publics, ils sont affichés sur Parcoursup. Et votre dossier sera examiné à l'aune de ces critères. Peut-être pour certaines formations, un poids particulier pour des enseignements scientifiques, pour d'autres littéraires, pour d'autres c'est le français. Voilà, tous ces éléments, vous les retrouvez sur votre dossier Parcoursup. Et c'est à partir de ces éléments que votre dossier sera examiné. Il y a des algorithmes dans Parcoursup, mais je vais dire très simplement les choses, ce que font ces algorithmes-là, qui sont publics, je le rappelle. Chacun peut aller les consulter et voir ce qu'ils font précisément. La première chose, c'était un travail très simple et en même temps compliqué, qu'on imagine bien, c'est de faire des interactions entre une proposition formulée par une université et puis un candidat. Donc ça, c'est de la mécanique informatique pour que vous ayez les propositions qui vous concernent. La deuxième chose, c'est une priorité donnée aux lycéens boursiers. Ça, c'est la loi qui l'a prévu parce qu'on a considéré qu'en l'état de l'accès à l'enseignement supérieur, ceux qui étaient d'origine modeste avaient bien moins de chances que les autres. Donc, il y a une priorisation qui est faite pour ce public-là. Et puis, dernier élément de l'algorithme de Parcoursup, c'est les places d'hébergement à l'internat. Là aussi, c'est prendre en compte des ordres de priorité qui sont déterminés par les proviseurs des classes préparatoires et qu'ensuite, l'algorithme de Parcoursup vient traiter. Donc, pour rassurer tout le monde, il n'y a pas de machine qui décide à la place des humains. Ça n'existe pas sur Parcoursup. Ce sont bien des enseignants, des professionnels qui examinent votre candidature et vont formuler une réponse que vous recevrez dans votre dossier à partir du 2 juin 2022. Merci pour cette réponse. Alors on le sait, donc le 29 mars prochain, c'est la fin de la première étape. Oui. S'ensuit la deuxième étape qui est celle de la confirmation des vœux et du fait de compléter son dossier. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la différence entre la première étape et la deuxième étape? Et ce qui me permet aussi de vous poser la question d'un de nos internautes. Si tous nos vœux sont refusés, comment on fait? Est-ce que ça, on le saura déjà ou plus tard? Alors ça sera plus tard. Je vais revenir sur la première partie de votre question. Donc jusqu'au 29 mars, 23h59, vous formulez vos vœux dans la limite du nombre de vœux de 10 que j'ai rappelé tout à l'heure. Et puis, entre le 29 mars et le 7 avril, eh bien, vous allez compléter votre dossier. Compléter votre dossier, ça peut être, c'est d'abord, faire sa lettre de motivation. Ça s'appelle le projet de formation motivé. C'est 1500 caractères à remplir pour exprimer qu'est-ce qui vous intéresse dans cette formation. Quelles sont les recherches que vous avez pu faire pour vous intéresser à cette formation. Je suis allé à une journée porte ouverte. Et puis là aussi, ne vous inquiétez pas, il y a une petite vidéo directement de votre dossier, une petite fiche pour vous conseiller. Et nous avons équipé les enseignants, vos professeurs principaux, pour qu'ils puissent vous donner aussi des conseils. Comment on vous accompagne? Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom, vous avez besoin de vous exprimer simplement clairement. Et puis, je vous le dis, ce n'est pas une dissertation,
c'est des éléments très concrets qui expriment votre projet. Est-ce que vous allez être intéressé par cette formation parce que vous avez un projet professionnel, parce que vous avez un projet personnel, parce que vous avez rencontré des acteurs qui vous ont convaincu que ça correspondait à ce que vous étiez? C'est ça, c'est très concret et ça parle beaucoup aux formations. Beaucoup s'y intéressent. Moi j'étais ce matin en discussion avec des directeurs d'instituts de formation en soins infirmiers, ils me le rappelaient. Cet élément-là, qualitatif, il est important. Quand on veut se destine à être un infirmier ou une infirmière, ce n'est pas que vos notes qui comptent, c'est aussi la motivation, c'est votre capacité à comprendre que vous allez accompagner des personnes qui ont besoin de soins, donc en fragilité. Voilà, ça c'est de la motivation personnelle qui va vous amener à approfondir vos études. Deuxième élément, une rubrique qui est facultative, qui s'appelle activités et centres d'intérêt. Moi, je conseille vraiment l'ensemble de nos éditeurs à remplir cette rubrique parce qu'elle permet de parler de vous. Elle permet de dire ce qui vous intéresse. Et puis, elle permet peut-être de dire aussi quelles sont vos expériences. Vous avez fait des stages à l'international. Vous parlez une langue étrangère que vous ne pratiquez pas au lycée, hors du champ scolaire, mais vous la maîtrisez, cette langue. Vous avez une activité sportive, culturelle, associative, tous des éléments qui peuvent dire aussi beaucoup de vous et qui renseignent sur votre aptitude, finalement, à être ouvert à de multiples horizons, à savoir gérer un emploi du temps avec plusieurs activités. On a parfois l'impression, quand on est lycéen, finalement, on n'a rien à faire valoir. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous avez sans doute beaucoup de capacités, de compétences que vous pouvez affirmer dans votre dossier. Et puis, il peut y avoir des documents que vous ont demandé les formations. Je vais prendre un exemple très concret. Quand vous êtes intéressé par une formation qui s'appelle le Diplôme national des métiers d'art, des formations très connues, très prisées aussi, eh bien, on vous demande de faire un petit document PDF à téléverser dans Parcoursup qui va exprimer votre créativité. Voilà, ça fait partie des éléments qui sont à remplir. Et puis, vous complétez votre dossier et vous confirmez vos vœux. Je vous rassure, après le 30 mars, sans doute le 31 mars, on enverra à chacun des candidats sur Parcoursup un petit message individualisé qui lui dira « Voilà ce qui vous reste à remplir pour chaque vœu. Voilà ce qui vous reste à faire pour confirmer vos vœux. » Et cette étape de confirmation des vœux, elle est importante parce que seuls les vœux qui auront été confirmés seront examinés ensuite par les formations de l'enseignement supérieur. Je me permets de rebondir, on a une question. Est-ce que confirmer un vœu, c'est renoncer à tous les autres? Non. Vous confirmez les vœux, vous avez formulé une liste de vœux, et puis ensuite vous les confirmez. Parfois, moi je vois, chaque année, il y a des élèves qui ont pu formuler 10 vœux jusqu'au 29 mars, et puis qui finalement en confirment que 8. C'est un choix. Ils se sont fait un nom, puis ensuite ils ont regardé, ils ont approfondi, peut-être avec leurs parents, et finalement ils se sont concentrés sur 8. Donc c'est 2 étapes différentes, mais vous n'avez rien à renoncer. Ça n'est pas un choix que vous faites, c'est simplement confirmer les vœux après avoir complété son dossier. Je me permets de revenir sur la question que je vous avais posée tout à l'heure, même si effectivement... Si je n'ai rien, si je suis refusé partout, si qu'est-ce tous qui mes m'arrive? vœux sont refusés. On sait que ce n'est pas tout de suite, qu'on verra pas ces tout de suite, vœux mais il faut acceptés ou répondre refusés. à des Mais angoisses. voilà, on si est là elles se pour répondre à manifestent. vos questions. Vous avez raison. Et sur Parcoursup, vous n'êtes pas tout seul. On ne vous laisse pas au bord de la route. Il y a 2 possibilités. Un, si vous avez des réponses... alors déjà, peut-être première précision, si vous êtes refusé partout, c'est que vous n'avez fait que des vœux sur des formations sélectives. On l'a évoqué tout à l'heure, quand vous avez des vœux dans des formations non sélectives, eh bien, vous pouvez être dans une liste d'attente, mais vous n'êtes pas refusé dès le premier jour. Imaginons que ce soit le cas, vous n'avez fait que des vœux sur des formations sélectives, et puis vous avez eu des rejets sur toutes les formations. Eh bien, à partir du 23 juin, nous ouvrons ce qu'on appelle la phase complémentaire, qui vous permet de reformuler des vœux sur des formations qui ont des places vacantes. Et chaque année, il y a énormément de formations qui peuvent avoir des places vacantes, des formations très intéressantes et très diversifiées. Donc, on pourra vous accompagner dans votre lycée pour repréparer votre projet. Peut-être que si vous n'avez pas eu de réponse positive, c'est qu'il y a un problème dans votre projet de formation et que peut-être que vous avez trop ambitieux, peut-être que vous n'avez pas ciblé les bonnes formations correspondant à votre profil et à vos aptitudes. Donc, on vous accompagnera dans votre lycée pour préparer cette phase complémentaire. Et puis, si le 1er juillet, vous n'avez toujours pas de proposition, eh bien, vous pourrez directement dans votre dossier Parcoursup demander l'accompagnement du rectorat. Et les équipes du rectorat, de votre rectorat, vous accompagneront en essayant de trouver à partir de votre projet quelle est la formation qui est le mieux à même de vous permettre de poursuivre finalement ce projet-là. Évidemment, ce sera en fonction des places qui restent parce que vous n'avez pas été retenu pour d'autres, mais chaque année, les rectorats se mobilisent avec des responsables de lycée, avec des responsables d'université, des responsables d'IUT ou de BTS, pour accompagner ces jeunes-là et pour essayer de leur trouver des solutions. C'est notre engagement et c'est ce qui fait le plus-value aussi de Parcoursup.
Une autre question d'un de nos internautes qui se rattache beaucoup plus à l'étape que l'on est en train de vivre, la première étape. Comment faut-il interpréter les chiffres clés donnés par les fiches de formation au niveau du taux d'admission, etc. C'est vrai que ces fiches ont plusieurs informations selon les formations. On a essayé, et vous avez raison, de guider, en fait, de donner une forme de boussole un petit peu aux lycéens. Donc vous avez des informations sur le taux d'accès. Le taux d'accès, c'est est-ce que cette formation est très demandée, est-ce que cette formation est peu demandée. C'est un élément. Ce n'est pas parce qu'elle est très demandée que ça doit vous empêcher de faire un vœu. Mais ça veut dire que ça peut vous inviter peut-être à diversifier. À côté d'une formation très demandée, peut-être d'en demander une autre qui est un peu moins demandée. Ça vous permet d'équilibrer et de vous rendre compte y a-t-il beaucoup de lycéens qui vont faire le même type de vœu. Le deuxième élément d'information, c'est nous apportons quel est le profil des candidats qui ont été admis l'année précédente. Est-ce que c'était des candidats bacheliers généraux, bacheliers technologiques ou professionnels? Là aussi, c'est un élément d'information que l'on apporte aux candidats. Et puis troisième élément, et souvent on méconnaît cet aspect-là, on indique aussi quelles sont des formations qui sont similaires. Et si on l'a fait, c'est parce que parfois on a constaté que le comportement des lycéens pouvait être de se dire finalement, moi j'ai un projet professionnel, mais il n'y a qu'une seule formation qui va me permettre d'y arriver. La réalité, c'est que souvent, il y a plusieurs types de formations qui permettent d'arriver à un même environnement professionnel. Et donc, ce que nous faisons, ce sont des suggestions. Ça permet d'ouvrir peut-être vos perspectives et au moment où vous faites vos vœux, peut-être de choisir une formation que vous connaissiez déjà et puis peut-être de découvrir une autre formation qui va mener vers le même environnement professionnel mais que vous ne connaissiez pas et qui est similaire. C'est ça. Ce sont des indicateurs, ce ne sont pas des obligations de comportement. Vous ne devez pas faire « oui, je prends » ou « je ne prends pas » en fonction des indicateurs, mais on vous donne des clés qui vous permettent, vous, de vous positionner. Et je pense qu'il faut le garder aussi, parce qu'il ne faut pas rester dans une relation entre vous et l'outil. Je pense qu'il faut se saisir de ces informations pour avoir un dialogue. Dialogue avec votre professeur principal, dialogue avec des vrais professionnels. Vous pouvez les contacter sur la plateforme directement. Vous avez le nom des responsables pédagogiques, du responsable administratif. Vous avez parfois aussi sur les sites des établissements des étudiants qui ont déjà fait cette formation et qui sont prêts à accompagner finalement des lycéens. Je crois qu'il faut toujours profiter des opportunités d'avoir ce dialogue parce qu'il va vous permettre peut-être de relativiser ces données, peut-être de les éclairer sous un autre jour, mais en tout état de cause, ça vous éclairera pour faire vos vœux. Et d'être rassuré aussi. Bien sûr. Alors là, on a une question sur tout ce qui est autour de l'information, justement des informations auxquelles ont accès les écoles et les universités. L'option maths complémentaire est-elle bien prise en compte pour l'admission dans une école? Oui, alors les lycéens peuvent le voir. Nous avons, depuis 2 ans déjà, depuis le nouveau bac en quelque sorte, nous affichons sur chaque fiche de formation une petite rubrique qui s'appelle « Information aux lycéens » et qui vous donne finalement des parcours qui sont recommandés au lycée. Et vous verrez que pour beaucoup de formations, on peut avoir des choix. Bien, soit on a gardé l'enseignement de spécialité mathématiques en année de terminale, soit on a pu conserver d'autres enseignements de spécialité, 2 autres, et puis on a fait l'option maths complémentaire. Donc, évidemment, on a cette logique, et les 2 ministres, Frédérique Vidal, Jean-Michel Blanquer, insistent sur cette ouverture, finalement. C'est le sens de la réforme du lycée, c'est diversifier les profils et éviter que ce soit toujours les mêmes profils qu'il y a toujours aux mêmes endroits. Donc voilà, il y avait une vraie logique, et on essaye d'accompagner, et nous insistons auprès des formations sur l'ouverture qu'il y a à faire en prenant en compte la diversité des profils pour aller dans les formations. On a une nouvelle interrogation. Lors de nos recherches sur notre projet d'orientation, comment savoir si l'information que l'on lit est fiable? Alors les informations que l'on publie sur Parcoursup sont des informations fiables, autrement on ne les publierait pas. C'est un vrai choix. On ne publie que ce dont on est certain. Après, je crois que la meilleure, sans doute, mais là ça dépasse même Parcoursup, c'est peut-être des fois de confronter les avis. Vous avez une information, vous le confrontez avec quelqu'un d'autre, ça vous donnera une opinion. Est-ce que cette information, elle correspond exactement à celle que vous vouliez, ou alors il faut peut-être creuser davantage? Moi, en tout cas, toujours quand vous lisez des informations, que ce soit sur Parcoursup ou ailleurs, je crois que vraiment c'est de revenir vers une relation humaine avec votre professeur principal, votre enseignant, avec un copain, avec vos parents. Ça vous permet aussi de relativiser l'information, de la confronter, puis peut-être de mieux la comprendre, parce que vous en aviez compris quelque chose qui n'est peut-être pas forcément exactement ce qu'il fallait comprendre. Donc, ne pas se limiter à l'information simplement qu'on lit,
confrontés avec le réel, avec des acteurs. Et vraiment, il y a beaucoup d'opportunités de rencontres. Je crois que beaucoup cette année, et moi, toutes les formations que je rencontre, ils ont eu un grand plaisir à refaire des journées portes ouvertes après une année de Covid qui n'avait pas permis, vous vous rappelez l'an dernier à ce moment-là, et à chaque fois qu'ils ont eu les échanges, et moi-même quand je fais des salons, à chaque fois qu'on a un échange, on voit bien à quel point c'est fondamental, cette relation directe, parce que c'est là qu'on fait passer les messages, c'est là qu'on comprend mieux soi-même exactement l'information qu'on a lue ou le sens du projet que l'on veut conduire. Effectivement, donc n'hésitez pas à partir à la rencontre des étudiants et des établissements et des professionnels du Et monde de de vos professeurs, l'enseignement. ils sont vraiment là Super, jusqu'au oui, bout, ils sont là pour vous accompagner. très bien. Sous quels critères la remontée sur la liste d'attente se déroule-t-elle? Alors, je vais reprendre la question, mais un peu chaque formation, vous allez donc formuler vos vœux jusqu'au 29 mars, confirmer vos vœux le 7 avril, et à partir de ce moment-là, Parcoursup va transmettre l'ensemble de vos dossiers aux formations qui vous intéressent. Chaque formation, elle a défini ses critères, ils sont aujourd'hui affichés sur Parcoursup, et ils vont examiner les dossiers. Et puis, à la fin du mois de mai, ils remonteront leur classement. Et ce classement, il sera rendu public le 2 juin. Le 2 juin, des candidats recevront des propositions d'admission. Et ils auront à se prononcer, est-ce que j'accepte cette proposition? Est-ce que je renonce à cette proposition? Lorsque vous renoncez à une proposition, eh bien, le lendemain matin, je la propose au premier qui est sur la liste d'attente. Voilà la manière dont fonctionne la liste d'attente. C'est progressivement, en fonction, c'est les décisions des uns qui font les propositions des autres. C'est comme ça que fonctionne le dispositif. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, d'expliquer en détail. Et chaque candidat sur Parcoursup a son tableau de bord, lui aussi. Il voit ses propositions, celles qu'il accepte, celles sur lesquelles il a à se décider. Et puis il voit sa position dans la liste d'attente. Et chaque jour, il la voit évoluer de manière à ce que chaque candidat puisse lui-même faire son appréciation. Est-ce que c'est un vœu sur lequel je vais recevoir une proposition? Est-ce que c'est un vœu sur lequel ça sera sans doute très difficile et je m'y intéresse plus et je fais le choix, ma priorité sont sur d'autres? Mhm. Effectivement, donc toute cette partie liste d'attente, pour le moment, c'est Oui, encore je pense que c'est dans un bien second loin. temps, c'est normal de s'y intéresser parce Bien que sûr. après, je pense qu'il faut se concentrer sur l'étape qui est là et vraiment vous serez accompagné aussi dans cette étape de phase d'admission. On vous accompagnera, on vous guidera, il y aura des conseils, il y aura des lives. Vraiment, on est là pour vous accompagner dans cette étape. Il y a beaucoup de parents ou même d'élèves qui s'étonnent de la présence d'écoles privées parfois assez onéreuses sur Parcoursup. Quels sont les critères justement pour qu'une formation puisse apparaître sur la plateforme? Alors, le critère, d'abord, on a toutes les formations qui sont publiques. Elles sont toutes affichées sur Parcoursup. Et je le précise, hein, parce que je devine aussi ce qu'il y a derrière, on peut reconnaître si une formation est publique et privée sur Parcoursup. Nous exigeons, à la fois nous portons cette information, et sur les frais de scolarité, nous les indiquons. C'est le devoir de transparence que nous demandons auprès des formations. Finalement, le critère d'accès à Parcoursup, c'est est-ce que cette formation délivre un diplôme qui, d'une manière ou d'une autre, est contrôlé par l'État. C'est ça qui nous guide. Si vous avez un contrôle de l'État, cette formation pourra intégrer Parcoursup. Il existe évidemment d'autres formations qui ne sont pas sur Parcoursup, mais ça veut dire que ces diplômes-là ne sont pas contrôlés. Ça veut dire que parfois aussi, la poursuite d'études n'est pas garantie. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez ce diplôme, vous ne pourrez pas le faire valoir pour accéder à un master ou une passerelle vers d'autres types de formations. Les formations qui sont sur Parcoursup, eh bien, elles vous garantissent, à travers le contrôle qu'exerce l'État, cette possibilité de poursuite d'études. Et puis, les frais, évidemment, ils varient d'une formation à l'autre. Ce n'est pas Parcoursup qui les fixe. Simplement, Parcoursup exige des formations qu'elle les affiche. Ok. Alors nous, à la rédaction, on a eu dernièrement des parents qui nous ont interpellés sur le fait que leurs enfants ne voulaient pas que les parents puissent voir les vœux qu'ils formulaient, ne puissent pas avoir accès à Parcoursup. Est-ce que vous travaillez éventuellement sur une possibilité que les parents puissent au moins regarder ce que choisissent leurs enfants sans forcément interférer leur choix? Alors, c'est évidemment toujours un sujet sensible parce que Parcoursup, c'est peut-être la première application très engageante pour son avenir et en même temps où il faut reconnaître l'autonomie de ses enfants. C'est eux qui font les choix de leur avenir. Et en même temps, c'est normal aussi que les parents soient présents, que les parents sachent, parce qu'ils vont aussi être sans doute solidaires finalement du choix que va faire leur enfant. Alors, il y a une règle qui est très claire. Quand on est
un mineur, si les parents souhaitent obtenir et que leur enfant leur refuse, ils ont le droit de s'adresser à Parcoursup et Parcoursup leur donnera parce qu'ils sont les représentants légaux de leur enfant qui est encore mineur. Pour un majeur, c'est une autre relation. Parcoursup n'intervient pas, c'est une relation de confiance sans doute entre les parents et les enfants. Et j'allais vous dire, chaque année sur Parcoursup, on traite des situations difficiles de cet ordre-là parce qu'elles font partie de la vie courante. Voilà, l'essentiel, je crois que c'est un équilibre. Il est parfois peut-être difficile à trouver, mais on sait aussi que les professionnels ont chaque année à gérer des situations de cette nature-là où il y a des relations difficiles. La règle, en tout cas, et je crois que dans l'essentiel des cas, ça se passe très bien, et je crois que les enfants peuvent aussi avoir confiance dans leurs parents. Ils sont là aussi pour les accompagner. Et ce que nous permettons aux parents, si c'est ça aussi qui les intéresse, c'est nous permettons à chaque parent de renseigner ses propres coordonnées dans le dossier de son enfant sur Parcoursup, coordonnées de mail, de téléphone portable. Et très concrètement, à chaque fois que la plateforme écrira à votre enfant, vous recevrez le même message et le même SMS en même temps. Ce n'est pas pour que vous puissiez regarder, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous êtes plusieurs à avoir l'information dans la famille. Et je le sais, quand il y a des délais à respecter pour choisir, quand il y a une échéance, eh bien, c'est toujours mieux quand on est plusieurs à la connaître. Il y a quelqu'un qui va mettre un post-it sur la porte, qui va le mettre sur le frigo, je ne sais pas où, et qui va pouvoir rappeler qu'il y a une échéance. Parce que parfois, moi je l'ai vu aussi, et c'est vraiment dans l'intérêt des enfants, j'ai vu des lycéens parfois être finalement pétrifiés par le choix. Ils ne savent pas choisir et finalement ils font une forme de refus d'obstacle. C'est-à-dire, Il y a trop de choix. Oui, où il y a trop de choix même. Des fois, le choix, c'est entre deux formations, mais simplement, je ne sais pas, et c'est trop difficile émotionnellement, je ne sais pas, de faire un choix. Ça peut arriver à tout le monde, ça. C'est aussi les premiers choix importants qu'ils font dans leur vie. Exactement, et je peux comprendre, si je ne vais pas là, est-ce que ça sera terrible? Enfin, bon, la réalité de la vie, c'est que c'est souvent pas... Enfin, on a 50 000 manières de revenir à son choix initial, il faut se rassurer aussi là-dessus. Mais je crois que le conseil des parents, l'information qu'il y a des vœux, c'est aussi une garantie que finalement la procédure se passe bien. Moi, je l'ai vu vraiment, vous savez, la première année de Parcoursup, il y avait une rumeur. La rumeur, c'était il y a des vœux qui disparaissent sur Parcoursup. Mon enfant a fait exactement ce qu'il fallait et le vœu a disparu. On a chaque fois vérifié et en fait, les vœux ne disparaissaient pas. Il y avait une opération qui avait mal été effectuée. Eh bien, quand on a permis aux parents aussi d'avoir l'information, le nombre de ces situations, il a chuté très fortement. Donc, moi, ce sont des acteurs de confiance, des partenaires. Je travaille beaucoup avec les fédérations de parents d'élèves. On fait des lives avec l'ensemble des fédérations de parents d'élèves parce que faire passer l'information, c'est aussi pour eux, un moyen d'accompagner leur enfant vers les études supérieures. Je vais prendre une nouvelle question d'un de nos internautes. Quand doit-on se décider sur le vœu choisi si on a le choix? Alors, c'est bien ça qui est important, et peut-être pour revenir à votre question même de départ. Là, aujourd'hui, vous formulez des vœux, vous n'avez pas à les hiérarchiser. C'est très important parce que ça veut dire que vous n'avez pas à vous censurer. Je suis intéressé par cette formation, vous n'avez pas à vous dire « oui, mais si je la prends, je ne peux pas prendre l'autre ». Et puis je rassure aussi tout le monde, la formation ne connaît que le vœu que vous avez fait pour elle. Il n'y a que moi qui connais la totalité de vos vœux. Et je ne le donne à personne. Mais ça veut dire que chaque vœu donnera lieu à une réponse qui est indépendante. Et puis, ça n'est qu'à partir du 2 juin, au moment où vous recevrez les propositions d'admission, les réponses des formations, que vous aurez à choisir. On vous enverra, et c'est la plateforme Parcoursup qui vous enverra cette proposition. Là aussi, pas d'inquiétude. Vous recevrez un message, vous recevrez un SMS, vous aurez une application qui vous permettra d'avoir des alertes, et vous aurez à répondre. Et puis ensuite, c'est là que vous faites vos choix. À partir du 2 juin, et vous verrez que vous pouvez très bien ne pas choisir définitivement, parce qu'il y a parfois, vous avez accepté un vœu, mais il y en a un autre, vous êtes en liste d'attente qui vous intéresse encore davantage. Parcoursup vous permet d'attendre, finalement, d'avoir le choix qui vous correspond le mieux, tout en vous garantissant une place. Donc ça, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas ce choix que vous avez à faire. Ne vous interdisez pas des formations, faites-les rationnellement, c'est-à-dire est-ce qu'elle correspond vraiment à mon projet? C'est ça qui est important à la fin, parce que ça ne sert à rien de faire des vœux sur des formations qui ne vous intéressent pas. Ça n'a pas de sens. Ou alors qui sont situées à un endroit où vous ne pourrez jamais aller. Là aussi, ça n'a pas de sens. Chaque année, j'en ai un peu ces situations, évidemment. Ça arrive avec le nombre de candidats qu'il y a sur Parcoursup, mais c'est ça. Choisissez ce qui vous intéresse. Dites-vous que chaque réponse est indépendante, chaque vœu est indépendant. Donc, pas d'autocensure. Si vous êtes ambitieux, vous avez le droit de l'être et de faire une formation dans une formation qui vous fait rêver.
Et puis à côté, vous faites peut-être une formation dans laquelle peut-être que vous avez plus la capacité à y accéder, mais en tout cas, ne perdez pas ce qui est votre ambition de départ. Merci pour cette réponse. On enchaîne avec une autre question. Je voudrais savoir si on coche une demande d'internat, la demande est-elle conditionnée par le fait d'être boursier? Non, cet élément sera pris en compte pour l'accès à l'internat. Hein. Il est pris en compte parce que l'hébergement à l'internat, c'est à la fois un élément de proximité, est-ce que vous habitez proche ou loin de l'établissement sur lequel il y a un internat, et puis c'est des éléments de revenus. Est-ce que vous êtes en capacité de trouver un autre logement ou vous avez vraiment besoin de ces places à l'internat? Ce sont les proviseurs qui font cet examen des dossiers, et quand les coachs sont boursiers, de toute façon, ils le savent, hein, les proviseurs, et eux-mêmes font leur classement en alternant, finalement, en prenant en compte ces dimensions-là, mais ça ne vous interdit pas, absolument pas, de faire un vœu. Et je rappelle, y compris pour tous ceux qui sont intéressés, quand on fait un vœu sur une classe préparatoire, on peut prendre la formation avec internat ou sans internat, ça vous compte qu'un vœu. C'est important de le rappeler. Voilà, vous n'avez pas à faire un choix entre l'un ou l'autre. Cocher internat, de toute façon, ça ne vous engage pas, en quelque sorte, et surtout, ça ne vous prive pas de faire le choix de la même formation sans internat. Alors, on a une question qui rebondit sur la réponse précédente que vous nous aviez donnée. Si un vœu nous dit oui, combien de temps peut-on laisser en attente les autres? Alors, je vais essayer d'être précis. En fait, la procédure d'admission, elle va commencer le 2 juin et elle se termine le 15 juillet. Donc, entre le 2 juin et le 15 juillet, je vais donner un exemple très concret pour répondre. Vous avez fait 5 vœux. Le premier jour de la phase d'admission, vous avez une réponse. Puis sur les 4 autres, vous êtes en liste d'attente. Le 2 juin, Parcoursup vous dira, vous avez reçu cette proposition, est-ce que vous l'acceptez ou vous y renoncez? Si vous vous dites, par sécurité, je vais l'accepter, parce que ça m'intéresse, ce ne sont que des vœux qui vous intéressent. Vous vous rappelez, vous avez fait une lettre de motivation au départ en disant que vous étiez intéressé par cette formation. Et puis les 4 autres, ils sont en liste d'attente. Et puis on se retrouve le 12 juin. Et le 12 juin, eh bien, vous avez une autre proposition qui arrive. Peut-être qu'elle est plus intéressante que la première. À ce moment-là, si vous l'acceptez, la première, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Mais il vous reste 3 vœux en liste d'attente. Et imaginons, le 12 juillet, celui que vous attendiez depuis le début, vous avez regardé chaque jour votre évolution dans la liste d'attente, il arrive. Eh bien, le 12 juillet, vous l'avez gardé, vous pouvez accepter. Évidemment, je rendrai la deuxième proposition que vous aviez acceptée, le 12 juin, mais vous avez accepté. Donc, entre le 2 juin et le 15 juillet, si vous êtes en liste d'attente, vous pouvez garder ces vœux. Par contre, je veux aussi le dire, si vous recevez le même jour 3 propositions, là, il faut choisir. Vous pouvez en garder qu'une et en choisir qu'une. En fait, sur Parcoursup, c'est assez simple. On peut s'asseoir que sur une chaise. Donc, c'est le principe de base qu'il faut retenir. Mais ce que ça veut dire, cet exemple, et je comprends cette question des auditeurs, c'est que oui, vous avez le droit de changer d'avis, en quelque sorte. Oui. Et ce qui compte, c'est de faire des choix. Mais ces choix-là, vous le faites en fonction des indicateurs que nous allons vous donner. On vous donnera votre évolution dans la liste d'attente. Et par exemple, là aussi, pour rassurer, on est le 2 juin, vous avez une proposition, vous l'acceptez, puis celle qui vous intéresse le plus, vous êtes 600e en liste d'attente. Eh bien, ce que Parcoursup va vous donner comme information, c'est quel est le rang du dernier qui a été admis l'année précédente. Si c'était le 1200e, globalement, ça veut dire que vous allez recevoir une proposition. Ça va vous rassurer, peut-être que vous ne l'avez pas eu au départ, mais globalement, il y a de fortes chances que vous ayez cette proposition dans le cours de la phase d'admission. Oui, ça permet d'anticiper. Exactement. Et si évidemment, si vous êtes 1200e et puis que le dernier prix, il était 600e, bien là, ça vous amène à faire d'autres types de choix en disant, sur cette formation-là, il y a vraiment peu de chances que je sois pris parce que voilà, les statistiques montrent que cette formation va aller que jusqu'à un certain niveau dans la liste d'attente. Voilà. Ce sont des informations, vous n'êtes pas tout seul là aussi, on essaye de vous accompagner pour vous donner des outils qui vous permettent de vous repérer. Oui, effectivement, c'est rassurant aussi parce que parfois l'attente peut être longue et donc il y a des solutions qui sont apportées par Parcoursup. On a une question qui se rapporte plutôt à la première étape dans laquelle nous sommes actuellement et encore pour 6 jours. Pour éviter la période d'affluence du 29 mars, quel est le jour limite que vous nous conseillez pour enregistrer nos vœux? Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? Moi, mon conseil, c'est pour vous. Hein. Enfin, nous, on saura supporter, même s'il y a du monde le 29 mars. Voilà, la plateforme, elle est
structuré pour pouvoir supporter la charge. Mais en fait, la charge, c'est la vôtre, c'est la charge de stress que vous vous mettez. Je crois que ce qui est important, c'est profiter. Là, on est mercredi. Vous avez encore jeudi, vendredi pour parler à votre professeur principal. Vous avez ce week-end pour finalement, peut-être en famille, vous entendre et avoir d'autres avis et de faire vos vœux. N'attendez pas le dernier moment. Ça n'a pas de sens d'attendre le dernier moment, juste par principe que c'est le dernier moment. Voilà, ce week-end, vous avez l'occasion de vous éclairer. Et puis si, encore une fois, c'est lundi que vous avez rendez-vous avec votre professeur, que vous avez le coup de fil avec je ne sais pas qui va vous aider, attendez lundi. Mais moi, mon conseil, je vois chaque année, hein, des fois on se demande même si ce n'est pas un jeu pour certains, c'est à 23h30, je me mets à faire mes vœux. Enfin, on se crée du stress pour pas grand-chose là. Et je trouve que c'est plutôt risqué. C'est peut-être le dernier week-end, justement, avant la fin de la Ben oui, première moi, étape, où il y a le plus de monde sur le site. Là, on est mercredi, et puis vous avez l'occasion, encore une fois, vous êtes en famille, ben c'est le moment d'échanger, de discuter, et voilà, je crois que sereinement, il ne faut pas attendre la dernière minute pour que vous soyez sûr. Et puis encore une fois, rassurez-vous toujours aussi, vous allez faire ça samedi, tranquillement, et puis dimanche matin, ah oui, mais vous avez changé d'avis, c'est pas ça. Vous pouvez encore changer d'avis. Après le 29 mars, 23h59, ce sera trop tard. Il faut bien imposer une limite, autrement, il n'y en aurait pas, on pourrait faire ça éternellement. Oui, et puis Parcoursup est soumis à un calendrier très strict. Exactement, parce que notre objectif, c'est que vous puissiez faire votre rentrée en septembre. Donc le calendrier de Parcoursup, il est fonction de cette réalité. Il faut du temps pour faire ses vœux, et on vous l'a donné, du 20 janvier au 29 mars. Il faut du temps pour que les formations examinent vos dossiers. Ce sera le cas entre le mois d'avril et la fin du mois de mai. Et puis il faut du temps aussi pour choisir. Ce sera le cas entre le 2 juin et le 15 juillet. Voilà notre objectif, d'essayer de faire en sorte que, à la mi-juillet, au moment où la France part en vacances, l'essentiel des candidats ait eu des réponses et sache où ils vont. Parce que certains auront à déménager, à trouver un logement, parce que certains ont envie d'avoir l'esprit tranquille après l'année de leur baccalauréat. Voilà, je crois que notre objectif à tous, il est faire en sorte que tout soit fini au 15 juillet, de manière à ce que la rentrée se prépare de manière très sereine. Bon, donc le conseil, c'est ne vous y prenez pas à la dernière minute. Peut-être que ce soir, sur ce bon conseil, vous aurez peut-être un pic d'affluence sur le site. On va bientôt arriver à la fin de ce live. On va prendre quelques dernières questions. On a une question notamment sur le statut d'être boursier. Est-ce qu'être boursier favorise l'entrée dans un établissement par rapport à un élève non boursier qui a le même profil ? Oui. C'est un choix qui a été fait par la loi, qui a décidé de donner une priorité aux élèves boursiers. Ça vous permettra, j'allais dire, et Parcoursup organise ce dispositif parce qu'on a vraiment constaté que globalement, les boursiers, ils ont moins de propositions que les autres. Ils ont moins de capacité à accéder à l'enseignement supérieur, indépendamment de leur talent personnel. Donc vraiment, ce que nous faisons, c'est confiance et nous donnons un coup de pouce, en quelque sorte, à ces publics-là. Mais je voudrais aussi dire, parce que on peut aussi, c'est ça aussi que fait Parcoursup, je suis un bachelier professionnel, j'aurai des priorisations pour aller sur un BTS. Je suis un bachelier technologique, j'aurai une priorité pour accéder aux IUT. Je crois que c'est aussi essayer de donner à chacun sa chance, d'essayer aussi de permettre à chacun, je pense notamment les bacheliers professionnels, d'accéder aux formations dans lesquelles ils réussissent le mieux. Parce qu'il ne faut jamais oublier l'objectif de Parcoursup, c'est la réussite dans les études. Si nous faisons tous ces dispositifs pour vous conseiller, pour vous aider à formuler vos vœux et à répondre, c'est parce qu'on est convaincu que c'est aussi un moyen, en travaillant votre projet d'orientation, de garantir la réussite dans vos études. C'est ça l'objectif. Alors, on a une nouvelle question qui revient assez régulièrement, oui, je trouve, chaque année. Si l'on est intéressé par une seule et unique formation, doit-on forcément formuler d'autres vœux ? Alors, on a le droit d'aimer qu'une formation, enfin, je ne l'interdis pas. Mais c'est vraiment formuler qu'un seul vœu, c'est un risque majeur et assuré. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que, en plus, c'est une formation qui est très sélective. Je suis intéressé uniquement et je me dis que mon avenir n'est que de faire un vœu, je ne sais pas moi, au lycée Louis-le-Grand, au lycée Henri IV. Enfin, chaque année, j'ai ce type de... Vraiment, ça n'est pas vous sécuriser, ça n'est pas faire un choix rationnel et de raison. Faites d'autres vœux, et puis je l'ai dit, alors ça peut être d'autres vœux dans des établissements qui vous intéressent, il ne s'agit pas d'aller dans des formations qui ne vous intéressent pas. Mais on l'évoquait tout à l'heure, vous avez aussi une rubrique sur les formations similaires. Je crois que ça vaut le coup de regarder, parce que parfois on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule formation qui va vous amener à un endroit.
Ce n'est pas la réalité. Et puis, si vous êtes intéressé par une seule formation, moi, je connais peu de formations dans lesquelles il y a unique. C'est-à-dire que, par exemple, les instituts d'études politiques, il y en a 10 sur les territoires. Les écoles d'ingénieurs, il y en a plusieurs. Les JP Polytech, les INSA, le concours Avenir. Voilà, regardez, profitez. Je crois que il y a 20 000 formations sur Parcoursup. J'ai du mal à croire qu'il n'y en ait qu'une seule qui corresponde vraiment à votre esprit. Après, on peut faire des choix de proximité puis des choix de non-proximité. Mais vraiment, utilisez le moteur de recherche. Il est là pour ça et on l'a construit précisément pour vous donner à voir l'intégralité, pour que vous-même, cette carte, elle vous pousse à la réflexion sur la possibilité de voir la même formation qui vous intéresse, mais dans un autre territoire ou une formation similaire. C'est vraiment ce que nous dit, et si ce candidat ou cette candidate en est là, elle a peut-être vu lundi, nous lui avons écrit, ou mardi, nous lui avons écrit pour lui dire vraiment, pensez à diversifier vos vœux et à faire d'autres vœux. C'est vraiment un conseil de prudence. Moi, je vois trop chaque année et je suis attristé par ça. Quelqu'un qui, le 2 juin, j'avais fait qu'un vœu et je n'ai pas été pris. C'est dommage, quoi. Oui, ça permet de sécuriser un peu plus oui, son parcours. Quand on sera en phase complémentaire, je l'ai dit tout à l'heure, on refait des vœux, certes, mais sur les places qui restent vacantes. Oui, il y a moins de choix, donc. Exactement. Donc là, vous profitez de l'opportunité de tous les choix. Vraiment, pensez à diversifier vos vœux. Vous parliez justement de proximité et de territoire. On a une question qui est liée. Y a-t-il une différence de sélection au niveau géographique pour les formations d'Île-de-France? Alors, je vais distinguer deux situations. Quand on est sur les formations sélectives, il n'y a pas de critères géographiques. Ce sont des formations qui recrutent sur l'ensemble du territoire national, qu'on soit de Bordeaux, de Paris ou de Lille, c'est la même chose. Et puis, il y a les licences. Pour les licences, quand ce sont des licences qui sont très demandées, sélectives, c'est-à-dire qu'il y a plus de candidats qu'il n'y a de places, il y a une priorité géographique. Cette priorité, elle se fait généralement dans l'académie. C'est-à-dire, vous êtes de l'académie de Lille, vous avez une priorité sur les établissements de votre académie. Il y a une exception en Île-de-France, parce qu'on va considérer que pour tout l'accès à toutes les licences de l'Île-de-France, donc l'université, qu'elle soit à Paris, dans l'Académie de Créteil ou dans l'Académie de Versailles, eh bien, tous les lycéens, qu'ils soient de Versailles, de Créteil ou Paris, ont la même priorité. Et donc, ça veut dire, je donne des exemples très concrets, vous habitez Paris, vous faites des vœux à l'université de Cergy, à l'université Paris 2, vous êtes dans la même priorité. Vous habitez Versailles, si vous voulez venir à Paris, même priorité que si vous habitiez Paris. Par contre, si vous habitez Marseille et que vous voulez venir en Île-de-France, vous n'êtes pas prioritaire par rapport à l'ensemble de ces lycéens qui habitent l'Île-de-France. Très bien. On va prendre une dernière question qui est liée aussi à la géographie, au territoire. Si on déménage l'année prochaine, pour la distance entre notre domicile et le lycée, pour une CPGE, qu'est-ce que je mets? Alors, sur Parcoursup, évidemment, c'est un cas qu'on rencontre chaque année. Je vais déménager parce que mes parents changent d'environnement professionnel et vont devoir déménager. Eh bien, jusqu'au début du mois de mai, vous pouvez, à travers Parcoursup, signaler un déménagement que vous anticipez pour la rentrée. Et à ce moment-là, on vous rendra prioritaire finalement sur les deux territoires, celui où vous habitez et puis celui où vous habiterez. Donc il faudra produire une attestation, en quelque sorte. On ne le fait pas parce qu'autrement, tout le monde s'amuserait à changer son lieu de résidence et c'est important de le prendre en compte sereinement. Mais vous produisez une attestation que vos parents déménagent et que vous les accompagnez, et bien à ce moment-là, on pourra prendre en compte ce déménagement et cette situation particulière. Très bien. J'ai une toute dernière question. Quels sont vos conseils pour élargir au mieux les vœux? Je crois que c'est élargir ses vœux en restant fidèle au projet qui vous intéresse. Je pense que c'est ça. Profiter des opportunités. J'ai donné un exemple tout à l'heure. On peut avoir des diversités dans la nature des formations, mais tout en restant dans le même domaine. On peut diversifier entre des formations sélectives et non sélectives. On peut diversifier géographiquement, des licences près de mon domicile parce que je suis prioritaire, et puis des licences dans d'autres territoires parce que c'est vraiment cette formation qui m'intéresse. Voilà, vous avez plusieurs clés d'entrée. Et ensuite, c'est vous, c'est votre projet, c'est votre capacité à être mobile. Peut-être que vous avez envie de partir. Vous avez envie, vous dites, c'est les études supérieures, je quitte mon domicile, c'est votre projet. Eh bien, Parcoursup vous permet aussi de le réaliser. Donc, voilà, je crois que c'est un réflexe, c'est ce qui est difficile dans Parcoursup, c'est que ça vous oblige à une réflexion personnelle sur des questions que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de trancher, vous n'aviez pas envie de trancher, ça arrive aussi. Mais voilà, restez serein. Vous avez 10 vœux, ça vous permet vraiment d'avoir une diversité et puis d'attendre sereinement
les propositions d'admission. Et pour donner, je veux quand même rappeler un chiffre parce qu'il doit aussi guider l'ensemble des lycéens qui nous écoutent. Quand on est au 15 juillet, on avait plus de 9 lycéens sur 10 qui avaient eu au moins une proposition. Donc voilà, il faut se représenter. Et quand je suis à la fin de la procédure Parcoursup, c'est 94% des lycéens qui ont eu au moins une proposition. 94%, quand vous êtes sur une classe de 30, ça ne fait même pas un élève qui n'a pas eu une proposition. Et dans ce cas-là, nous les accompagnons. C'est vraiment notre engagement. Merci beaucoup, Jérôme Teilhard. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ce live. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à la rédaction du Figaro Étudiant. On essaiera de vous répondre. N'hésitez pas non plus à consulter nos articles. Et puis, vous l'avez compris, vous avez encore 6 jours pour formuler vos vœux. Donc, rendez-vous dès à présent sur la plateforme Parcoursup. Merci encore. Merci. Très bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir.